messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute première édition de votre émission Miroir Culture. Vous le savez, Miroir Culture, c'est votre programme centré sur les richesses ancestrales. Aujourd'hui, nous parlons de la vulgarisation du ndop, un tissu des Grassfields. Nous recevrons sur ce plateau Bruno Chouquet, qui est sociologue. Il nous parlera en profondeur de ce sujet. Pourquoi cette vulgarisation? Mais avant, regardez ce reportage et nous nous retrouvons juste après. Dans un pays où la diversité culturelle est une richesse indéniable, vous trouverez ce tissu aux racines solides. Le ndop est un tissu traditionnel originaire des régions de l'Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et si ce tissu était à la base symbolique, il est aujourd'hui de plus en plus présent dans les rues et dans les marchés. Que signifie cette étoffe et quand est-ce qu'elle devrait être arborée? De ma naissance, on nous a fait comprendre que c'était les habits où on trouvait ça que dans des grandes concessions, dans les chefferies. Et pour en avoir cela, ça avait des significations. Le moment de porter le ndop, quand il y a cérémonie. Quand il y a cérémonie, là, on porte. Et c'est même pas n'importe qui porte. Parce que dans une conseil ou bien dans un village même, si tu portes le ndop, on saura que peut-être c'est le prince tel, c'est l'enfant de tel. Et qu'il a franchi, parce que pour porter ça, il faut franchir des étapes en étapes. Que ce soit sur des plateaux de télévision, dans des endroits inattendus et même à l'international, vous verrez le ndop, même si cela ne devrait être fait sous prétexte la valorisation de la culture. Je pense que si les gens abordent les motifs du ndop à l'étranger, ça ne dévalue pas notre identité ou notre culture. Au contraire, lorsqu'il y a un événement culturel qui concerne notre pays, nos origines, ça contribue à promouvoir la culture, ça ne la dévalue pas. De retour au pays, il faut donner au tissu la valeur qu'il mérite localement. Dehors, plus on l'aborde, plus il aidera à nous identifier notre culture, nos origines et notre pays. Le ndop, c'est aussi ce tissu réservé aux cérémonies tristes ou encore aux dignes de la couronne. En territoire bamileke, c'est plus un habit traditionnel, pas comme dans le nord-ouest, où c'est un tissu arboré dans les chefferies ou alors par ceux qui ont été autorisés par les chefferies à le faire. Chez les bamileke, il arbore dans certaines circonstances particulières, mais en général, on l'utilise dans les chefferies. Et même si ce tissu devient de plus en plus prisé de par la création d'un pas important approximativement les mêmes motifs, il n'en demeure pas moins que le ndop garde encore toute sa puissance et sa splendeur. Cela pourrait perdurer à condition que les plus jeunes générations cherchent à le préserver et surtout à retenir chez les plus anciens l'essence même du ndop. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé, nous recevons à présent Bruno Chouquet. J'espère que je prononce bien son nom. Il est sociologue. Bruno, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je remercie Micro Télévision de me convier à cet exercice. C'est un honneur de vous recevoir ici. Merci. L'honneur est partagé. Merci. Nous allons tout de suite passer au vif du sujet. Nous parlons du ndop. Bien entendu. Oui. Pour vous, qu'est-ce que le ndop symbolise? En fait, le ndop, ndoma, ndwop ou bien théa, c'est une étoffe de tissu qui représente le batik. C'est ce qu'on appelle le batik, qui désigne une technique artisanale faite à la réserve de cire. C'est ça ce qu'on appelle le ndop. Alors, si je me situe dans un espace temporel, je vais remonter au c'est au tout début du XXe siècle, avec les peuples de Grassfield et
plus exactement les Bamouns, parce que c'est chez les Bamouns qu'on a vulgarisé cela avec le Rwandjoya. Le Rwandjoya avait des ateliers où on fabriquait des tissus, des pièces de batik qu'on appelle le ndop. Vous voyez, donc, le ndop, c'est la partie du nord-ouest, mais chez les Bamouns, on parle beaucoup plus de nteya. Alors, donc, comme je disais, c'est lui qui l'a vulgarisé, mais ce tissu vient exactement d'inspiration septentrionale, c'est-à-dire de la partie septentrionale du Cameroun, avec les peuples Haoussa, qui viennent également du Nigeria. Vous voyez, c'est-à-dire ce tissu, c'est une inspiration de cet endroit, avec les populations nigériennes qui utilisaient ce tissu pour des funérailles. Vous voyez, donc voilà en quelque sorte ce qu'est le ndop aujourd'hui. Ça veut dire que le ndop n'est pas seulement originaire du Cameroun. Il faudrait englober. Bon, je me suis situé dans un espace temporel, c'est-à-dire 1900, mais on peut encore remonter un peu plus loin et voir que ça vient un peu de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, c'est-à-dire ça vient un peu du Nigeria. Et à cause du phénomène migratoire, on a eu ce tissu qui s'est déporté jusqu'à la région de l'ouest du Cameroun et est devenu un élément ou un objet d'identité. Vous voyez, donc on peut encore remonter un peu plus loin, mais je me suis situé en 1900 parce que lorsqu'on rentre à l'ouest du Cameroun, on se rend à l'évidence qu'il y avait une tribune des parures. Vous voyez, c'est-à-dire de 1900 jusqu'à son interdiction en 1924, il y avait une tribune dédiée aux parures où des gens arboraient cette étoffe qui était faite de figures géométriques et qui passaient dans une tribune qu'on appelle chez les Bamouns Yeyenja, c'est-à-dire la tribune des parures, où chacun passait exhiber ce tissu, ce batik. Vous voyez, donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui soit territorialement et typiquement de l'Ouest, vous voyez, mais les phénomènes migratoires ont permis qu'on importe dans ce style venu d'ailleurs, et d'ailleurs l'histoire rapporte que Njoya a créé une tradition typique, vous voyez, c'est-à-dire une tradition qui était faite d'un mélange des cultures venues d'ailleurs avec ce qui était local. C'est pour ça qu'il avait donc demandé à ce qu'il y ait des dessinateurs. Vous voyez, il y avait une caste de dessinateurs qui dessinaient dans les figurines qu'on voit sur l'étoffe de batik qu'on appelle le ndop. Oui. Donc, il y avait donc des castes de dessinateurs qui faisaient cela et qui faisaient le bain indigo. On sait très bien que le bain indigo, c'est une culture qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est en Afrique de l'Ouest qu'ils ont cette culture de tremper des tissus dans des bains indigo pour pouvoir obtenir des figurines et des formes que on voit aujourd'hui sur le marché. D'accord. Nous avons mené une petite enquête sur le terrain. Nous avons remarqué que ce tissu est vulgarisé et même sur les plateaux de télévision, vous allez voir des panélistes avec ce tissu-là. Pourquoi? Est-ce que cela ne dégrade-t-il pas la valeur sacrée de ce tissu? Bon, ce que je peux dire, c'est ça relève de ce qu'on appelle la culture des apparences. C'est-à-dire que les gens accordent une grande importance à leur apparence physique. Et si on rentre dans le jargon camerounais, c'est notre camerounité exclusive. C'est-à-dire que on est fier d'arborer ce qui est camerounais. Je crois qu'il y a d'abord cet aspect. Et le deuxième aspect, je peux l'expliquer par ce que nous, les sociologues, appelons les usages. C'est à cause de l'appropriation que le social a fait du ndop qu'il est devenu maintenant un instrument d'identité. C'est-à-dire, les gens s'identifient derrière une pièce d'étoffe pour pouvoir faire, je ne sais pas comment dire, pour pouvoir décrire d'où ils viennent. À l'international, par exemple, quand vous êtes en Europe, on vous voit avec une pièce de tissu, on sait que vous venez du Cameroun. Quand on vous voit habillé en boubou, on sait que vous venez soit du Sénégal, soit du Nigeria, soit d'une autre région de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand on vous voit avec
cette étoffe, c'est-à-dire le ndop, le ntéa et d'autres formes de vêtements camerounais, on sait très bien d'où vous venez. Vous voyez, et ça peut donc être cela, ça peut être donc une façon d'exprimer une certaine appartenance, une certaine fierté d'appartenir à une culture typique. Je crois que ça peut être que cela. Sur les plateaux de télévision, ce n'est que cela. Mais je pense aussi que c'est une mauvaise appropriation parce que quand vous voyez le ndop est beaucoup plus un tissu de deuil, de funérailles, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Parce que lorsqu'un roi décède quelque part, c'est avec ce tissu qu'on décore l'espace funéraire. Lorsque un roi décède quelque part, vous voyez, les gens qui abordent généralement cela sont en train de passer le message selon lequel ils sont dans le deuil. Et alors, bon, est-ce que c'est cette récupération que les gens font lorsqu'ils abordent cela sur les plateaux de télévision? Là demeure la véritable question. D'accord, parce que justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que ce tissu, bien qu'il soit vulgarisé, c'est bien beau, on le voit partout, on se reconnaît, on est camerounais et tout, mais est-ce qu'il ne perd pas sa valeur sacrée, qui est conservée au deuil, a certainement un pouvoir. Ce tissu a certainement un pouvoir. Ce que je vais dire en rapport à cette question pertinente, c'est que le commun social utilise ce tissu dans le but de s'affirmer, pas dans le but de, je ne sais pas, parfois même ceux qui portent cela sont dans le phénomène de mode, sont dans le suivisme. Vous voyez, parce que quand ils voient des gens porter cela, alors ces gens même qui portent vous diront que ils sont en train d'exprimer la fierté d'appartenir à une culture. Vous voyez, mais dans les fondamentaux, lorsqu'on rentre dans le fond, on se rend compte que ce tissu, il a son utilité, il sert aux oraisons funéraires, comme je disais tout à l'heure. Vous allez peut-être le remarquer, peut-être vous avez vu cette actualité récente lorsque le roi Ibrahim Bombonjoya est décédé, c'est avec le tissu Théa qu'on avait décoré le cercueil, ce qui était présenté comme cercueil devant le peuple camerounais. Donc c'est en quelque sorte cela. Bon, ceux qui portent cela, c'est un phénomène de mode, c'est une récupération dans le but de faire passer une mode qui est typiquement camerounais. Et je pense que ça marche, parce que vous allez également voir, ça participe de ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. Vous allez remarquer que lors des jeux, moi je rentre dans le territoire du sport, pour dire que lors des sorties officielles du Cameroun, on a souvent vu les ambassadeurs du vert jaune arborer des couleurs ou bien des tenues typiquement du Cameroun, vous voyez, et au rang desquels souvent on les voit arborer des insignes de ndop, vous voyez. Donc, ce n'est que dans ce sens-là qu'on peut comprendre cela. Mais dans la compréhension profonde, on peut pas dire qu'ils sont en deuil, hein. On va simplement dire qu'ils sont seulement dans un effet de suivisme. Et c'est ça la société. La société, c'est quelque chose où les gens, dès qu'ils voient quelque chose, allez, tout le monde y suit sans même comprendre. Mais est-ce que cela n'est pas dangereux? Pour l'instant, quand on parle de dangereux, ça veut dire que ça met peut-être en péril la vie de ceux qui l'abordent. Mais jusqu'ici, je ne pense pas. On est dans le phénomène de mode, c'est-à-dire il y a une récupération. Il y a une récupération des objectifs de départ, déformés maintenant par la masse, qui lui donne maintenant une autre image, un autre aperçu. Vous voyez, et vous allez remarquer que c'est même des classes des suiveurs. Vous allez voir, on les appelle comment, les influenceurs, quand ils portent cela dans des espaces qu'on appelle les espaces numériques. Vous voyez, ça donne une autre lecture. Vous allez voir des gens qui, au moment de leur célébration d'union, ils portent le tissu ndop ou théa, vous voyez. Et pour eux, c'est simplement une façon d'être, hein, c'est une façon d'être. Bon, mais traditionnellement, ce tissu est arboré pour exprimer une certaine situation de mélancolie, pour exprimer une certaine situation, je vais dire comme ça, de crise. Vous voyez, parce que même la couleur là, bon, c'est vrai, il y a plusieurs couleurs. Ces couleurs traduisent donc des couleurs de divinité.
Vous voyez, les couleurs de divinité sont des couleurs qui symbolisent peut-être la séparation avec le physique pour une autre dimension. Donc, je crois que c'est ça. Ok, c'est bien que ce soit clair, hein. Et que diriez-vous à tous ceux qui vous regardent? Bon, à part le souhaiter une bonne suite sur Minko Télévision, et si c'est en rapport avec le sujet, je dirais simplement que c'est vrai, c'est bien d'être dans la mode, mais il faut savoir que toute mode a un revers. C'est-à-dire, les vrais détenteurs de la chose, les gens qui connaissent la symbolique même de ce qu'est le NDOP, peuvent récupérer ça autrement et vous comprendre autrement, alors que vous êtes dans une vision d'affirmation d'identité. Vous savez, le vêtement qu'on porte transmet un message. Hein. Il transmet un message. Donc, quand les gens portent cela à tort et à travers, alors le message traditionnel, c'est que je suis en deuil. Alors que lui, il est en train de dire à tout le monde que voilà, je suis dans un phénomène de mode. Vous voyez, donc il y a une sorte de, je vais reprendre l'expression du professeur Boyomo Asala, de dissonance. Le professeur Boyomo, il aime trop cette expression à qui je dis même d'abord bonjour. Il aime beaucoup cette expression en reprenant Festinger. Vous voyez, il aimait pour la dissonance. C'est-à-dire, il y a une sorte de dissonance entre l'être, c'est-à-dire la culture de l'être, c'est-à-dire comme on est, et la culture de la présentation en public. La façon dont on se présente en public n'est pas ce qu'on est, mais on présente plutôt notre. Vous voyez, donc il y a cette dissonance dans l'être et le paraître. Donc il va falloir un peu voir cela, comment paraître sans être. Comment différencier? Bon, ça commence d'abord par ce que je vais appeler, vous savez, chez nous les sociologues, nous faisons des observations froides. Ça commence d'abord par ce qu'on appelle une culture de masse. Il faut d'abord qu'on essaie d'éduquer les masses. Il faut qu'on essaie d'éduquer les masses parce que beaucoup de masses ne cernent pas. Peut-être que dans le paraître, voilà le message qu'on passe. Vous allez voir, peut-être vous qui êtes en télévision, vous cernez cela plus que moi. Quand quelqu'un porte une cravate qui a une couleur, par exemple, bleue, on sait ce que le bleu signifie. Quand il porte une cravate qui a une couleur noire, c'est ce que le noir signifie. Quand il porte une couleur rouge, ce qui est même souvent interdit, vous voyez ce que ça veut dire. C'est le paraître, vous voyez. Et c'est simplement parce que les gens ne maîtrisent pas je vais appeler ça, ils ne maîtrisent pas les messages qu'il y a derrière les apparences. Vous voyez. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait que peut-être au niveau des organes spécialisés de la société, au niveau des ministères, comme peut-être le ministère de la Culture, on essaye de faire des caravanes d'explications où on explique aux gens ce que l'apparence peut signifier à ceux qui nous observent. D'accord. Ça nous a été d'une grande aide que vous soyez là aujourd'hui pour nous expliquer tout ça, mais vous ne partez pas parce que nous avons encore une toute petite question pour vous. Nous avons fait le tour dans la ville de Yaoundé par rapport à un sujet qui fait polémique. Ouais. Le sujet, c'est si vous sortez avec votre femme et votre mère, vous en tant qu'homme, hein, ouais. Vous avez votre véhicule qui monterait à l'avant. Moi, c'est ma femme qui montera à l'avant parce que généralement, nous les hommes, on dit que l'homme doit quitter le chez lui pour aller chez sa femme. Comme ma mère, de son côté, elle est là avec son mari. La mère du mari de ma mère ne peut pas venir monter à l'avant, pourtant ma mère est là. C'est impossible. Donc, automatiquement, c'est ma femme qui devrait monter devant avec moi. Ma mère peut monter derrière parce que ma femme et moi, on aura certains trucs à se dire tout au long de la route. Or, ma mère, elle, on n'aura pas besoin de se dire vu qu'on cause chaque fois au téléphone. C'est ma mère qui va monter à l'avant puisque elle doit respecter sa belle-mère et elle me respecte aussi. Elle respecte sa belle famille, donc elle doit monter en arrière, ne pas trop causer de problèmes. Je préférerais que ma femme monte à l'avant parce que quoi? Parce que c'est ma femme.
Bon, bref, on est quand même sûr, on est même sûr. Mais je préférais plus que ma mère monte en arrière. Parce que je suis son chauffeur, je dois la conduire. Et en plus, elle doit être plus protégée. Voilà. Je ne peux pas aimer ma femme plus que ma mère. Ma mère est tout pour moi. Et toi, la femme, tu dois donner le respect à ta belle-mère d'abord pour pouvoir à ta belle-mère que nous, tu as aimé son fils normalement. Ce n'est pas que tu l'as aimé pour un intérêt. De qui on va laisser en premier. C'est ça, peu évident de dire, parce qu'il n'y a pas de siège établi que la femme s'assoit devant la mère, s'assoit derrière. Mais si je suis avec ma femme et que ma mère veut nous accompagner, ma mère va s'asseoir derrière. Si je suis avec ma mère et que ma femme part aussi quelque part veut nous accompagner, ma femme s'assoit derrière. Donc c'est un peu ça. Et à l'avant. Ah, c'est une question pertinente, mais à la fois qui touche deux personnes importantes dans ma vie, hein, c'est-à-dire ma maman et ma mère. Qui est-ce que je choisirais? Et je pense que c'est très, très difficile. C'est très, très difficile à répondre du fait que ma maman m'a porté pendant 9 mois et continue de partager ma vie et mon épouse, vous voyez, elle partage encore un autre espace assez profond de ma vie. Et c'est souvent difficile. Pour couper cette rumeur, je préfère les envoyer toutes les deux en arrière. Et c'est ce que je fais toujours. Hein. C'est-à-dire, je les envoie en arrière parce que les femmes ou ceux qui conduisent, ils vont peut-être me comprendre. Oui. Quand vous êtes au volant avec une femme, elle peut vous distraire, et vous voyez. Et généralement, pour limiter cela, parce que certaines femmes oublient même que vous avez votre vie à protéger et la sienne aussi à protéger. Moi, je les demande souvent d'aller derrière et je fais venir, bon, c'est vrai, les enfants ne montent pas devant, mais je fais venir un autre particulier devant pour clore la polémique. Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est ça. Ok, Bruno, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation sur le Mincool Télévision, particulièrement dans Miroir Culture. Nous espérons vous recevoir très bientôt pour d'autres sujets. Ah oui, je serai toujours disponible lorsque Mincool Télévision aura besoin de mes explications. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. L'astuce d'aujourd'hui concerne toutes les mamans du monde entier. Attention, si vous êtes confronté à une épidémie de poux dans votre maison, pas de panique. Calmez-vous, c'est rien, car nous avons la solution pour vous. Il suffit juste de mélanger du vinaigre et du sel de cuisine, peu importe. Vous mélangez et vous appliquez sur les cheveux, que ce soit fille ou garçon, ça marche à tous les coups. Vous appliquez, vous laissez le mélange opérer pendant environ 3 heures et puis vous rincez et c'est fait. Vous nous direz en commentaire si cela a marché ou pas. Comme vous l'avez remarqué, c'est la fin de cette première édition. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Mincool Télévision. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.